Ben, premièrement, il faut essayer de se retirer le plus possible des opérations. Puis ça, je pense que c'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. Mais c'est ce que j'essaie de faire à tous les jours le plus possible. Alors, bienvenue à Meilleur Humain, Meilleur Monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invité aujourd'hui, Philippe Charlebois de la compagnie Semican. Également avec moi aujourd'hui, Normand Chadwick, mon associé et mon co-animateur. Et moi, c'est Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux de l'entreprise Diversico Finances Humaines, un cabinet de services financiers qui travaille avec des gens d'affaires tels que Philippe. Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue messieurs à notre vidéo podcast d'aujourd'hui. Merci. Philippe, on va lire ta bio pour te connaître un peu. Alors, Philippe, tu viens vraiment tu écris dans ta bio qu'à partir de l'âge de 8 ans, tu as travaillé dans des fermes de ton entourage. Tu as étudié en agriculture et en gestion par la suite, autant au cégep qu'à l'université. Éventuellement, tu as fait un grand bout de carrière, 15 ans de ta carrière s'est passé à ce qui s'appelait la Coop fédérée, qui s'appelle maintenant Solio Agriculture. Éventuellement, tout ce chemin-là te mène vers Semican en 2011. Tu en deviens actionnaire en 2016 et éventuellement, toi et 3 autres associés en 2019, finalisez le rachat complet là, de la première génération, puis vous faites ce qu'on appelle en anglais un management buyout. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le monde de l'agriculture, première des choses? Ben, c'est une excellente question. Je dirais au départ un peu peut-être au désespoir de mes parents, parce que mes parents étaient très impliqués dans le milieu un peu plus social et ma mère était enseignante, travaillait en alphabétisation, mon père travaillait avec des handicapés intellectuels. Donc, c'était un peu hors du commun, mais demeurant dans un rang, dans une petite municipalité où c'était uniquement des fermes de chaque côté. Mes amis étaient des producteurs agricoles, mes voisins aussi. Mes premiers emplois ont été dans le secteur agricole et dès le départ, j'ai eu une passion pour ce secteur-là. Au début, un petit peu plus en production animale, production laitière, par la suite, qui s'est transformé en production de grande culture, production céréalière et tout ça avec le temps. Donc, j'ai baigné beaucoup dans ma jeunesse avec mon entourage, pas ma famille propre, mais l'entourage près, dans le fond, c'est ça. Ça a commencé là, si on peut dire. Est-ce qu'à l'époque, tu savais déjà que tu allais devenir un entrepreneur ou quand est-ce que tu as su que c'était ça la destination finale un peu? J'ai toujours aimé, on a tous des fonctions spécifiques dans nos emplois respectifs, mais j'ai toujours aimé un peu déborder de ça, puis faire l'extra mile qu'on dit, puis en faire plus, puis pas faire ce qui est nécessaire toujours, mais toujours en découvrir plus, en faire plus. Et puis, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais peut-être un intérêt pour, sans nécessairement savoir tout ce qui était l'entrepreneuriat, mais je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, avoir une fonction spécifique dans une entreprise, oui, ça m'intéresse, mais j'ai toujours aimé un peu déborder des différentes fonctions que j'ai eues. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, ça m'a mis la puce à l'oreille là-dessus. Peux-tu nous parler un petit peu juste pour peut-être positionner qu'est-ce que fait l'entreprise sur votre site? On dit nous sommes Semican et vous dites nourrir la planète une semence à la fois. Peut-être nous positionner un peu qu'est-ce que vous faites, c'est quoi les marchés, Oui, l'envergure de l'entreprise aussi, juste nous positionner un peu là-dessus. oui, absolument. Semca est une entreprise de 70 employés située dans le centre du Québec, Princeville et Plestisville, majoritairement. On a une ferme de recherche où on développe des variétés de céréales, principalement blé, orge, avoine, avec 3 phytogénéticiens qui développent des variétés qui sont... le but initial de ça était d'avoir des variétés uniques spécifiques à l'entreprise, au réseau de distribution Semican.
et qui performent bien dans nos régions, dans nos conditions climatiques. Bon, parallèlement à ça, l'entreprise a développé différents secteurs au fil des années, dont le secteur de l'alimentation animale. Donc, récupérer les cultures qui sont produites par nos détaillants, par les producteurs agricoles, les travailler dans nos allez-vous couper des fois ou Oh oui. Au besoin, on va couper là, tabarouette, excusez, dans nos établissements ou dans le centre de criblage. Ben oui, c'est ça, nos facilités, merci. Donc, on va retravailler ces productions-là, les nettoyer, les ensacher et les exporter et aussi les utiliser localement, mais on travaille avec un réseau de magasins d'environ 200-250 magasins aux États-Unis qui utilisent des produits semi-camps, qui utilisent l'avoine, qui utilisent les cubes de foin et tout ça. Et la nouvelle division que nous sommes à démarrer, qui est la division du secteur alimentaire, donc la transformation et d'orge et d'avoine pour en faire du flocon et de l'amande d'avoine. Donc, semi-camp, en gros, c'est vraiment un 360, c'est vraiment du développement d'une variété de semences à la commercialisation de cette variété-là à travers un réseau de détaillants dans l'Est du Canada. Le rachat de ces récoltes-là pour une transformation, pour y amener une plus-value. Pour revenir à ta question initiale, Tristan, de nourrir la planète une semence à la fois, c'est que, comme vous savez, ben, le Québec a un climat assez particulier, mais qui est similaire à plusieurs autres régions dans le monde, entre autres comme l'Europe de l'Est. Et on a entamé des partenariats dans des pays comme la Croatie, l'Ukraine, la Pologne, où nos variétés de céréales et nos variétés de soya sans OGM que l'on produit, que l'on breed, que l'on crée ici, ben, sont exportées dans ces pays-là et dans ces pays-là, ils en font la production. Et comme c'est des climats qui sont similaires aux nôtres, des cultures qui sont similaires aux nôtres, ben on a des bons résultats avec nos variétés dans ces pays-là. Donc, c'est un peu de là que vient nourrir le monde une semence à la fois. Quand j'ai lu sur votre site web, j'ai lire un peu des articles sur vous autres, puis la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est à quel point ça semble complexe. Beaucoup de recherche et développement, beaucoup de tests. J'ai vu des mots que je ne m'attendais pas à voir, là, comme on parle, bien évidemment, beaucoup de recherche et développement, on parle de pureté génétique, on parle de rendement, on parle de gestion des risques. Ce n'est pas les premiers mots qui me seraient venus à l'idée en parlant d'une business qui est dans le milieu de l'agriculture. Vous parlez aussi d'adaptabilité, autant aux parasites qu'aux facteurs environnementaux. Donc, en gros, vous êtes vraiment dans un domaine où l'innovation est une clé. Peux-tu nous parler un peu de l'innovation dans ton domaine, puis la recherche et développement, puis de comment ça vous permet de rester à l'avant-garde dans votre industrie? Ben oui, absolument. Ben, la création d'une variété de céréales est quand même une aventure assez longue et périlleuse. Ça prend entre 15 et 20 ans à développer une variété de céréales. Il y a beaucoup de développement qui se fait dans ce secteur-là pour essayer d'accélérer ce processus-là. Mais le bon vieux processus de prendre un plant mâle, un plant femelle, les mettre ensemble, c'est encore ce qui fonctionne bien. D'ailleurs, on est en discussion là avec des compagnies qui travaillent au niveau de l'intelligence artificielle pour nous aider à accélérer ce processus-là, à mieux cibler les candidats qui peuvent être intéressants dans une lignée, dans différents croisements. Donc oui, l'innovation est très, très importante. Le but étant toujours de développer, tu l'as mentionné, Tristan, des variétés qui vont être résistantes aux maladies. On est dans l'Est du Canada, dans un climat très, très humide, dans un climat froid aussi, qui évolue, hein, effectivement, avec les réchauffements climatiques, mais quand même. Donc, il faut trouver des variétés qui vont bien s'adapter, qui vont bien performer
desquels on va espérer un meilleur rendement, une plus grande qualité. Je vous parlais tantôt de plantes flocons d'avoine, mais on fait de la recherche à augmenter les niveaux de bêta-glucane, à augmenter les niveaux de fibres, à augmenter les niveaux de protéines dans des variétés d'avoine pour que lors de la transformation, ben, on obtienne un produit fini qui est encore plus intéressant au niveau alimentaire. C'est exactement ça. Donc, la recherche se fait sous différents axes, mais bon, l'agronomie en est une, évidemment. Toujours plus de rendement, plus de protéines, de meilleurs nutriments, mais aussi du côté alimentaire où on cherche à aller chercher certaines spécificités. Donc, évidemment, la recherche se fait ici sur des terrains près de Princeville, où on a annuellement entre 25 000 et 30 000 parcelles, donc des petites parcelles de terrain de différentes variétés qui sont faites, qui sont analysées, qui sont récoltées. Les grains par la suite, c'est la même chose, sont analysés et récoltés pour trouver les meilleurs candidats parce que oui, on est certaine. Il y a très, très peu de compagnies qui font de la recherche au niveau des céréales. Historiquement, c'était l'Ouest canadien qui était vraiment plus un leader à ce niveau-là. Mais comme les variétés voyagent moins bien, comme le blé dans l'Ouest canadien et le blé dans l'Est du Canada, c'est pas du tout les mêmes variétés pour un paquet de raisons, entre autres le climat, mais c'est vraiment, ça prend de la recherche spécifique qui est faite dans des conditions puis dans des climats qui sont similaires. Donc c'est pour ça qu'il y avait une importance à l'innovation, au développement local pour vraiment définir et trouver des variétés qui vont bien performer et aussi qui vont compétitionner parce qu'on réalistement, dans l'Est du Canada, les deux principales cultures sont le maïs et le soya. Donc, et nous, on travaille très fort au niveau des céréales parce que, bon, pour améliorer la santé du sol, évidemment, et les bienfaits d'avoir une rotation dans une culture, c'est très, très important. Donc, on travaille pour avoir des variétés performantes qui vont compétitionner le maïs, le soya en niveau budget, parce que le producteur agricole, à la fin de la journée, il regarde son bottom line puis il dit ben c'est plus payant pour moi faire du maïs, c'est plus payant faire du soya ou c'est plus payant faire du blé. Donc, en augmentant les rendements, en amenant des avenues de commercialisation de cultures plus intéressantes, ben le producteur agricole il trouve son compte. Philippe, vas-y. Ben là, écoute, il y a tellement de choses dans ce que tu viens de dire qui me font exploser le cerveau. Écoute, on s'entend-tu que le 150 ans, la céréale est pas du tout traitée comme tu viens de nous le décrire? Ces innovations-là, ces opportunités-là, rester à l'avant-garde, je veux dire, ils émergent de où, ces idées-là? C'est les clients qui vous en parlent? C'est à force de faire de la recherche que vous déterminez les axes d'innovation que vous voulez exploiter? Comment ça arrive, tout ça, là? Ben, c'est comme tu dis, Normand, c'est oui, les clients qui souhaitent toujours avoir le meilleur rendement possible, la meilleure qualité de grain possible, qui est la moins susceptible aux maladies possibles. Mais c'est aussi les acheteurs finaux avec qui on travaille, qui nous demandent de plus en plus des spécificités précises. Je vous parlais de bêta-glucane tantôt, d'indices de chute dans le blé. Nos acheteurs nous demandent le plus possible de se rapprocher de standards qu'ils recherchent. Et puis, c'est à partir de ces paramètres-là que nos chercheurs développent des variétés. Puis, mais encore là, il faut être à l'avant-garde. Tu as raison, parce que ce qui est demandé aujourd'hui ne sera peut-être pas ce qui va être demandé dans 15 ans. Et la nouvelle variété qu'on croise aujourd'hui va peut-être voir le jour dans 15 ans. Donc, il faut essayer de tout le temps être à l'avant-plan, puis de voir où va le marché, puis où les intérêts sont. Excuse-moi, Normand, j'ai une autre question, moi, qui Ben, me brûle les lèvres. Vas-y. Tu as nommé un autre mot qui m'a aussi interpellé. Tu as parlé d'intelligence artificielle. Oui.
Mhm. Et je ne m'attendais pas nécessairement d'entendre parler d'intelligence artificielle dans ton domaine. Tu sais, typiquement, là, pour les néophytes comme Normand et moi, puis plein d'autres qui vont regarder le podcast, là, tu sais, de la terre, de l'eau, du soleil, puis bon, d'habitude, c'est ça la recette, là. Comment l'intelligence artificielle est utilisée et comment vient-elle changer la game dans ton industrie? C'est vraiment, puis ça, nos phytogénéticiens pourraient vous le dire beaucoup mieux que je vais vous le dire, mais c'est d'arriver à une sélection de candidats parce que dans le fond, quand on croise le mâle et une femelle, ben on obtient une grappe de grains duquel on va récolter des grains qu'on va replanter, qu'on va étudier par la suite en ayant ce qu'on pense, parce on est vraiment au début de ce qu'on fait comme travaux avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on croit qu'on va être capable de sélectionner des candidats qui vont avoir le plus grand potentiel d'arriver à ce que l'on cherche au niveau qualité, au niveau rendement, au niveau parce qu'il y a différents facteurs, mais il y a la verse, la capacité à la tige de rester debout selon les intempéries, selon les températures qu'on a. Une autre chose que je vous ai pas parlé, mais il y a des céréales d'automne aussi. On travaille beaucoup au niveau des céréales d'automne. Donc, c'est un blé, c'est du seigle qui va être planté à l'automne, septembre, octobre, qui va tomber en dormance durant l'hiver et qui va repartir au printemps, puis qui va être récolté normalement un mois et demi avant les céréales de printemps. Donc, ça aussi, c'est des choses, de la survie à l'hiver, comment travailler sur ces paramètres-là. On pense que l'intelligence artificielle, avec une banque de données, on fait des essais à ce niveau-là. On veut aussi l'intégrer au niveau de l'usine alimentaire, au niveau des flocons d'avoine. C'est des choses qu'on regarde, c'est très, très nouveau, mais on pense que ça peut nous aider là, dans plusieurs facteurs. Écoute, je pensais que construire un pont, c'était compliqué, mais là, je me rends compte que de faire pousser du blé ou de l'orge, ça peut être aussi compliqué. Ça n'a pas de bon sens. Tu es en train de m'ouvrir une perspective que je ne connaissais pas du tout. Donc, demain matin, tu as un entrepreneur là, qui veut justement miser sur l'innovation, puis le développement, la recherche. Tu as un conseil à donner, tu pars où? Tu commences où? Tu fais quoi? As-tu des dénominateurs communs, là, indépendamment de l'industrie, que tu penses qu'on devrait regarder quand on pense à l'innovation, par la recherche et au développement? Ben, je pense qu'il faut travailler avec ce que les gens recherchent, puis il faut être unique un peu dans ce qu'on fait. Puis peu importe le domaine, je pense. Oui. Nous, on aurait pu décider de travailler à faire des croisements dans le maïs ou dans le soya. Puis pour pas les nommer, les géants du maïs, du soya, c'est des Bayer, c'est des Syngenta, c'est des multinationales. Donc, on a beau être plein d'ambition, mais notre petite compagnie du Québec, aller se battre avec des multinationales dans des secteurs de marché où ils ont la pôle depuis des années, où ce qu'on investit en un an en recherche, ils le font en 2 semaines, réalistement, on n'y arrivera pas. Donc, je pense que d'être unique dans son marché, de trouver un créneau qui est d'intérêt tant pour le consommateur que pour la personne qui va le produire, je pense que c'est gagnant pour tout le monde. Puis c'est la population qui va en profiter. Et puis c'est ça, je pense que c'est bénéfique pour une économie, assurément. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier chez Somican, là, parce que vous êtes comme tu dis, vous êtes en train de changer le monde une semence à la fois, là, mais qu'est-ce qui vous rend le plus fier de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant? Je pense que ça revient un peu le côté unique de la chose, si on veut. Il n'y a pas d'autres compagnies en Amérique du Nord qui fait ce qu'on fait, de faire. Souvent, des compagnies vont être des compagnies de semences, vont commercialiser de la semence, vont faire du développement. Même maintenant, avec le coût des programmes de recherche, puis comme je vous disais, avec le temps que ça prend pour développer des variétés, les compagnies vont travailler avec des partenaires européens, avec des partenaires nord-américains. Ils vont juste faire du testing puis utiliser les variétés qui vont convenir dans leur portfolio.
on veut aller un peu plus loin que ça. Puis c'est ce qu'on fait. On investit dans notre programme de recherche. D'ailleurs, l'année prochaine, on bâtit un nouveau centre de recherche ici sur les terrains de Princeville. On pense que, en fait, on est assuré que l'avenir est là. Je te dirais que ça nous rend fiers, Normand, parce que c'est vraiment de partir d'un croisement de céréales que tu fais 15 ans d'avance, puis que ton réseau de détaillants va le commercialiser. Tu vas aller racheter cette récolte-là, la rapporter dans tes opérations. Tu vas en faire soit de l'alimentation animale, soit de l'alimentation humaine. C'est vraiment de compléter une chaîne. L'autonomie alimentaire, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire. Je pense que ça va être notre façon d'y contribuer. Puis en même temps, ben, ça nous amène aussi, parce que le Canada a très, très bonne presse à l'international au niveau de la semence, très réputé au niveau de la qualité, à plusieurs niveaux. Puis de contribuer à ça, je pense que c'est une belle fierté. On parle beaucoup aussi dans les entreprises, toutes les questions de responsabilité, durabilité, socialement responsable, écologiquement responsable. Comment vous vous positionnez comme entreprise dans cette discussion-là? Oui, bien, au niveau, ce qui est intéressant au niveau des céréales, en termes de production, puis on a beaucoup parlé des céréales, mais on travaille aussi dans d'autres aspects de la production, dont les semences fourragères, dont les engrais verts. Les engrais verts qui, depuis plusieurs années, prennent de plus en plus d'ampleur, parce que quand on parle de crédit carbone, de ramener de la structure au sol, c'est les engrais verts et les céréales qui font ça. Les cultures de maïs et soya vont surtout aller chercher les réserves du sol, tandis que les céréales, les engrais verts, les semences fourragères vont ramener beaucoup de nutriments au sol, ramener de la structure. Donc, de travailler, de s'assurer que les producteurs de lait du Canada ajoutent une céréale, un engrais vert dans leur rotation, c'est assurer une pérennité puis une qualité de sol pour le futur. C'est un peu notre façon. Puis c'est des choses qu'on travaille beaucoup. On a 2 personnes dans l'équipe qui sont dédiées aux engrais verts, qui travaillent très fort là-dessus, les nouveautés. Qu'est-ce qui va ramener l'azote au sol? Chaque plante a des effets. Et puis, on travaille fort à ce niveau-là, vraiment au niveau de la qualité du sol, la structure du sol. C'est quelque chose qui est important pour nous. Là, vous partez votre propre centre de recherche. Le centre de recherche est déjà en fonction depuis plus de 20 ans, mais était dû pour une cure de rajeunissement. Donc, on réinvestit massivement pour bâtir un nouveau centre de recherche, bâtir une serre aussi pour la contre-saison, pour être capable de partir des plants à l'intérieur. Historiquement, on est allé en Argentine pour des productions, donc pour être capable de gagner des années en multiplication. Donc, ce qu'on faisait, c'est que on récoltait le soya à l'automne, on le mettait en conteneur, il était expédié en Argentine, il était replanté là leur été, notre hiver, et juste avant le printemps, ben eux récoltaient, nettoyaient, mettaient en conteneur et nous retournaient. On gagnait une saison avec ce principe-là. Là, ce qu'on souhaite faire à plus petit échelle, c'est d'avoir justement une serre intérieure pour être capable d'augmenter notre vitesse de multiplication des croisements. Je suis vraiment comme surpris de tout ce que j'entends. C'est vraiment intéressant à écouter. On va parler de croissance un peu aussi. Vous êtes parti d'une business, un petit patelin, Plessisville. Tu parlais tantôt, Princeville, petit patelin dans les Bois-Francs, en fait. Et puis maintenant, vous êtes en train de passer au fil des années, vous êtes passé de ça à national et international. Comment on fait ça, une croissance comme ça? C'est quoi les étapes? Je pense qu'il est primordial, c'est vraiment d'avoir la bonne équipe en place. Puis on est chanceux de l'avoir. On a vraiment une solide équipe, puis à tous les niveaux, hein, tant au niveau de la production, je parlais de la recherche tantôt, mais production, recherche, aux ventes, on a une belle stabilité au niveau entre autres de l'équipe de vente Québec-Ontario qui est en place depuis
certains membres depuis plus de 15 ans. On a une très, très belle stabilité. Ça aussi, ça nous rend très fiers d'ailleurs parce que je pense que les ressources humaines sont quelque chose de primordial pour nous. On y travaille très fort. On souhaite le bonheur de tous nos employés, puis de tous nos collègues, hein, dans le fond. Ça, c'est très, très important. Puis avec une belle équipe. D'ailleurs, on n'en serait pas où on en serait où on est aujourd'hui si on n'avait pas eu nos gens de recherche également avec la nouvelle usine. Ça prend c'est un savoir qui est totalement différent. Une usine alimentaire versus un centre de criblage, c'est totalement différent. Donc, si on n'avait pas eu les ressources, puis on est chanceux localement, il y a des gens extrêmement compétents qui se sont joints à nous, là, tant au niveau opération que finance, que vente. Je pense qu'avec une bonne équipe, là, on peut vraiment aller loin. Puis souvent, c'est cliché un peu, hein, de dire que plus loin, je veux dire seul, on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Mais c'est tellement vrai. Puis dans les autres conseils que je pourrais peut-être donner bien humblement, c'est que on en a toujours pour notre argent. Peu importe quel est le secteur, peu importe dans de quel horizon, ben d'avoir des gens compétents dans notre entourage, là, oui, des fois, c'est plus dispendieux. Puis souvent, quand une entreprise est plus petite, puis bon, ça part de façon, disons, sans dire familiale, mais bon, un petit groupe, on se dit payer des gros salaires, tout ça, c'est-tu correct, c'est-tu pas correct? Mais quand on a fait le step, puis on se rend compte de l'apport que des gens peuvent apporter dans une entreprise, ça change vraiment le mindset. C'est un sujet intéressant que tu amènes, évidemment. C'est un sujet très à la mode, très préoccupant en général pour les entreprises, qui est la main-d'œuvre. Fait que tu as parlé de l'importance d'avoir une équipe, une bonne équipe. Tu as dit qu'il y avait des bonnes personnes locales. Comment vous faites pour garder heureux vos 70 personnes qui vous aident? Comment vous faites pour en recruter d'autres? Puis comment vous faites pour stimuler tout ça puis garder cette culture d'entreprise-là? C'est quoi les initiatives? Ben justement, je pense que, évidemment, le respect, je pense qu'on est très, très respectueux et reconnaissant du travail des gens avec qui nous travaillons. Je pense que c'est pas juste de dire merci au party de Noël à la fin de l'année, mais je pense que c'est important d'être près de nos gens, près de ce qui les préoccupe. De les aider, de les accompagner à évoluer. Parce qu'ils nous aident à évoluer, évidemment. Mais je pense on travaille beaucoup. Je pense que les projets sont stimulants. Je pense que les gens aiment être dans une entreprise dynamique, qui croit, qui aime le développement, qui est diversifié. On parle beaucoup de marque employeur et tout ça, évidemment, puis c'est très, très, très important. Mais je pense que fondamentalement, le respect des employés, le respect des gens avec qui on travaille est vraiment une base super importante. Philippe, vous avez remporté l'an passé un prix de l'entrepreneuriat au niveau des Mercuriades, donc quand même un prix assez prestigieux. Nouvelle usine en alimentaire, on revampe le centre de recherche, développé à l'international, vous êtes des repreneurs aussi, vous avez repris l'entreprise. Il y a beaucoup de défis, en plus des défis que Mère Nature peut vous amener. Donc, écoute, c'est quoi les plus grands défis dans tout ça que vous avez pu surmonter? Puis, c'était quoi les leçons que vous avez tirées de tout ce qu'on vient d'énumérer, là? Je pense que la première année de reprenariat est le défi. Un coup que celle-là est passée, ça va bien aller. Tu sais, Normand, on est parti d'une entreprise, Semican 1982, donc plus de 40 ans, qui a été fondée ici à Plessisville, puis qui a eu une belle croissance depuis le tout début de ces années.
Mais tantôt, je parlais de qualité de main-d'œuvre, des connaissances des gens, de l'expérience des gens. Mais je pense que plus on prend de la croissance, puis plus c'est important d'avoir des gens qualifiés puis performants avec nous. J'en ai perdu ta question, Normand. Écoute, on va reprendre ça. On parlait de défis, donc... Des défis du reprenariat, oui, effectivement. Je pense le défi principal est de, j'aime pas le mot, mais s'approprier l'entreprise dans le sens où ça faisait, quand on a fait le rachat complet en 2019, ça faisait 8 ans que j'étais dans l'entreprise. Et j'ai été directeur des ventes, j'ai été directeur général et tout ça. Mais je pense que à partir du moment où on a les deux mains sur le volant, tant qu'on l'a pas, on sait pas tout ce qui est en arrière de ça. Parce que oui, on est dans une entreprise, puis on la fait évoluer, puis on s'occupe de notre département, on s'occupe de nos gens, puis tout ça. Mais les relations avec les institutions financières, les budgets, tout l'aspect financier, quand on n'est pas propriétaire, on y touche moins un petit peu. Sans dire que ça a été la surprise, mais c'est un stress que j'avais pas connu, je n'avais jamais vécu auparavant. Mais c'est un bon stress, par exemple. C'est un bon stress, puis dans le fond, on veut bien performer pour qu'il y ait une pérennité de l'entreprise, mais aussi bien performer pour que nos partenaires soient heureux puis veulent travailler avec nous. On a été très, très, très choyés parce qu'on a travaillé avec des gens fantastiques qui nous ont aidés là dès le départ. On travaillait avec Desjardins au montage financier de tout ce projet-là avec un individu qui s'appelle Benoît Leblanc, qui est plus dans le réseau Desjardins maintenant, mais je l'ai souvent dit, mais sans lui, je pense pas qu'on serait ici aujourd'hui. C'était un montage financier assez, sans dire difficile, mais c'était quand même une acquisition d'entreprise d'envergure. Oui, on était des employés à l'interne, mais initialement, ça a pris des gens qui nous ont fait confiance, puis qui avaient confiance qu'on serait capable de l'amener plus loin, qu'on livrerait les résultats qu'on disait qu'on allait livrer. Desjardins, STQ, initialement, y ont cru. Puis c'est grâce à eux qu'on est ici aujourd'hui. C'est des 4 actionnaires initiaux de l'entreprise. Personne n'avait 2-3 millions dans son compte de banque à investir. Mais par contre, on avait la connaissance partielle de l'entreprise. On y croyait. On savait que ça pouvait aller loin. Et puis, c'est un défi de reprenariat, mais c'est tellement stimulant. Les possibilités sont incroyables. Puis, je pense que des gens qui veulent partir en affaires, là, faut pas hésiter. Vous avez une idée, vous pensez que vous répondez à un besoin, là. Le financier est très important, mais si vous croyez en ce que vous faites, il y a des gens qui vont croire en vous, assurément. Puis, je pense c'est un peu ce qui nous est arrivé. La première année, oui, a été difficile parce que il y avait beaucoup de structures à mettre. On passait d'une entreprise à un propriétaire, une entreprise à 4 propriétaires, qui avait pas de bureau de direction, que tout était géré quand même au day-to-day, mais très, très micro. Et la croissance en ayant une micro-gestion est difficile, voire impossible. Donc, l'importance de s'entourer des bonnes personnes, la mise en place d'un bureau de direction en place nous a vraiment permis, là, à partir de l'année 2-3, à prendre notre élan. Et puis, on est tombé dans la COVID aussi. La COVID est arrivée suite à notre acquisition. Puis, ça, il y a un peu de chance là-dedans aussi. Peu importe ce qui va arriver dans le monde, les producteurs vont devoir semer leur terre, même malgré la guerre en Ukraine, une petite anecdote, mais quand la guerre a éclaté, on était juste revenus, ça faisait quelques mois.
Et puis, on avait un conteneur qui était en direction de là-bas, de semences de soya pour être planté là-bas et qui devait se rendre dans le port d'Odessa qui venait juste d'être bombardé. Donc, on a été obligé de rediriger ce conteneur-là en Roumanie pour que les producteurs puissent aller le chercher là-bas. Normalement, tu parlais des aléas de la nature, il y a aussi les aléas humains à travers tout ça, mais nos pauvres producteurs ukrainiens, avant de planter ce conteneur de soya-là, ont dû déminer le champ parce que c'était juste en face de quand il y avait eu le grand convoi en Russie de véhicules militaires russes, c'était juste en face de la ferme du producteur avec qui on travaillait là-bas. C'est des agro-holdings, ce qu'ils appellent là-bas. Ouais. C'est des 100 000, 200 000, 300 000 hectares. Mais donc, ce conteneur-là a été uniquement planté l'année suivante parce que le champ a dû être déminé, en tout cas, bref, et on a dépassé les temps de l'année où c'était possible de semer ce soya-là. Donc, c'est ça fait partie des risques du métier aussi, mais pour finir avec les défis du reprenariat, oui, ça a ses défis, mais tellement plus valorisant que juste des défis, ça c'est sûr et certain. C'est une grande histoire de succès là, que tu nous racontes, puis extrêmement intéressante. Là. Y a-tu eu des bumps, là? Y a-tu eu des échecs de temps en temps? Et des éléments qui ont fait en sorte que oui, la gestion de risque était là, mais malgré tout, il est arrivé des événements peut-être incontrôlables ou peut-être qu'avec le recul du haut, on aurait fait les choses autrement. As-tu un exemple à nous donner ou deux là-dessus? Oui, absolument. On avait, dès l'acquisition en 2019, on avait démarré une nouvelle division qui était dans le soya sans OGM. Donc, pour une production locale de soya sans OGM exportée en Asie, parce qu'on avait déjà les variétés qui étaient développées par le centre de recherche, puis on n'avait pas vraiment par le passé poussé les variétés plus qu'il faut, ni la commercialisation, mais on a démarré cette nouvelle entité-là avec des gens qui étaient impliqués dans le soya sans OGM depuis de nombreuses années. Et puis, ça a malheureusement pas été un succès. Plusieurs raisons étant, mais la production de soya en fait, puis la raison pour laquelle le soya sans OGM est intéressant, c'est la production en Europe, parce que l'Europe est essentiellement sans OGM. Mais le Canada, les OGM sont permis. Donc, la majorité du soya qui est produit en Amérique du Nord est du soya Roundup Ready avec des traits génétiques et tout ça. Et pour une facilité de production puis des rendements intéressants, les producteurs se dirigent plus vers ces variétés-là en Amérique du Nord. Nous, ce qu'on pensait initialement, c'est qu'on pourrait gagner des parts de marché dans le soya sans OGM avec notre réseau de détaillants dans l'Est du Canada, et puis qu'on exporterait en Asie et puis que tout se passerait bien. Ça s'est quand même bien passé au départ, mais par contre, c'est venu très, très difficile de gagner des parts de marché. Déjà que c'est un secteur de marché qui est plus limité, du fait que c'est le soya OGM qui a une plus grande place. Mais c'est devenu très difficile d'avoir suffisamment de production et exporter par la suite. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est tenter de fermer cette division-là, mais de mettre un terme un peu à nos efforts à ce niveau-là, localement ici. On continue la production et la multiplication de soya, mais plus en Europe. C'est ça. Ça a été un bombe quand même. Malheureusement, on aurait souhaité que ça fonctionne mieux que ça l'a fonctionné, mais ça n'a pas été le cas. Tu as déjà 5 ans de fait là, depuis la reprise totale 2019 à aujourd'hui. Tu nous mentionnais que vous aviez pratiquement doublé la business entre-temps. Alors, comme disait Normand, franc succès, félicitations. C'est quoi les projets en regardant par en avant à partir de maintenant? L'alimentaire est vraiment ce qui nous guide actuellement. Il y a énormément de possibilités. On était dans les test runs là, avec la ligne d'avoine la semaine passée. C'est quand même assez complexe faire du flocon d'avoine. En fait, c'est une série d'équipements assez
il y a beaucoup de tri, de nettoyage. Ça prend une chaudière parce que ça prend de la vapeur. Donc, le grain est humidifié, ensuite passé dans des rouleaux pour être fléqué, mais après après le floconnage, ben, il y a une série d'équipements et tout ça. Donc, on démarrait la semaine passée là, la production. On a eu des enjeux avec Hydro-Québec, mais qui ont d'ailleurs été très efficaces parce que selon notre consultant, la compagnie avec qui on travaillait du côté électrique, on a été un des projets qui a été le plus rapidement complété. En fait, fallait grossir l'entrée électrique. Et puis, ça a été fait quand même, bon, ça a retardé nos délais. Ça a quand même été très bien fait. L'avenir, on pense en fait pour l'entreprise, bon, évidemment, on continue d'investir dans tout ce qui est recherche de développement de variétés de semences, dans tout ce qui est notre réseau de détaillants de semences, on continue de pousser ça, tout ce qui est alimentation animale au Québec, Ontario, États-Unis, on continue ça aussi beaucoup. On a d'ailleurs fait l'embauche d'un vétérinaire là, qui s'est joint à l'équipe l'équipe de Semica International pour tout ce qui est nutrition animale puis tout ça. Donc ça, oui, ça continue d'être des champs dans lesquels on investit temps et argent, mais on pense vraiment que l'alimentaire, il y a un besoin. Il y a très peu d'entreprises dans l'Est du Canada qui produit du flocon, qui produit de l'orge. C'est principalement fait dans l'Ouest canadien. Donc, il y a des parts de marché super intéressantes à aller chercher localement. On veut travailler le nord-est des États-Unis aussi. Encore là, dans tout ce qui est alimentaire. Actuellement, c'est la ligne de flocons qu'on démarre. Comme je dis souvent à Yves, qui est notre VP Opération, dès que cette ligne-là est partie, on passe à autre chose. Mais la prochaine étape serait de bâtir une deuxième ligne, idéalement, parce que celle-là va être à pleine capacité. Mais aussi la farine. La farine d'avoine est un produit de plus en plus intéressant, utilisé bon pour la production de lait d'avoine, dans la production boulangère aussi. Donc, on aimerait ça. Il y a un intérêt, assurément, il y a un intérêt local à utiliser une farine locale parce qu'il n'y a pas de fournisseur actuellement. Donc, on souhaite s'attaquer à ça très prochainement. Là, dès que l'usine va être la phase de rodage va être derrière nous, on va pouvoir s'attaquer à ça. C'est pas mal ce qui drive nos idées de projet actuellement. Puis aussi, ben, sans dire un enjeu qui nous guette, mais ce qu'on souhaite, c'est augmenter la production locale d'avoine parce que sans dire qu'on est à pleine capacité dans tout ce qui est produit dans l'Est du Canada, mais on va atteindre un point où la production locale ne suffira plus. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment être capable de travailler avec des élévateurs locaux. On travaille avec des gens au Nouveau-Brunswick, au Maine, à l'île du Prince-Édouard, Saguenay-Lac-Saint-Jean, nord de l'Ontario, Témiscamingue, vraiment se positionner dans toutes les régions où il y a de l'avoine pour travailler avec des gens locaux qui vont pouvoir nous... parce que pour les producteurs agricoles, la proximité est quand même importante et intéressante. Donc, d'être capable d'avoir un élévateur prêt où les gens peuvent aller livrer leurs grains, ben c'est d'intérêt. Donc, on travaille à développer vraiment cette chaîne-là. Puis c'est une chaîne qui va bénéficier à tout le monde parce que plus on va donner des prix intéressants de rachat aux producteurs, ben plus ils vont avoir l'intérêt de produire de l'avoine. Vous savez, initialement, l'avoine, ça faisait beaucoup, entre autres, Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis même dans le bas du fleuve, mais avec les réchauffements climatiques, puis les recherches génétiques qui se font, mais ces régions-là sont maintenant capables de produire du soya puis du maïs, qui sont souvent des productions un peu plus lucratives. Donc, c'est vraiment de s'assurer qu'on est capable de... Parce que les producteurs travaillent avec des budgets, vont travailler, oui, à la santé du sol, à s'assurer d'avoir une bonne rotation, mais vont aussi s'assurer de faire les productions qui vont être les plus payantes pour eux. Donc, je pense que plus on va valoriser cette culture-là, parce qu'il y a un intérêt des transformateurs, il y a un intérêt des consommateurs, c'est sans gluten, les valeurs nutritives de l'avoine sont très intéressantes.
Donc, ça va être vraiment là, de travailler cette chaîne-là pour s'assurer qu'on n'ait pas de bris d'approvisionnement puis qu'on puisse continuer des projets. Si on regarde ton parcours, Philippe, tu as fait quand même cégep, université, fait que tu as eu un parcours scolaire. Tu as fait un peu plus tard aussi l'école d'entrepreneurship de la Beauce. Tu as appris sur le terrain, bien sûr, dans ta jeunesse. Tu as appris sur le terrain dans ton premier emploi. Dans quoi as-tu besoin comme entrepreneur aujourd'hui de te développer pour mener l'entreprise dans les prochaines 5 à 10 ans, là où vous la voyez possible de se rendre? Ben, je pense, personnellement, pour moi, le secteur alimentaire est un secteur totalement nouveau. On avait très, très peu de connaissances dans ce secteur-là. Ça fait des années qu'on commercialise l'avoine, mais on vendait à Quaker, on vend à des transformateurs, puis tout ça. Je pense que pour répondre à ta question, c'est vraiment de se développer dans les secteurs où, ben, premièrement, il faut essayer de se retirer le plus possible des opérations. Puis ça, je pense que c'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. Mais c'est ce que j'essaie de faire à tous les jours le plus possible. On a des gens de confiance avec nous. C'est pas pour leur dire quoi faire. Ça, c'est assurément pas ça. Donc, mon but à moi, c'est vraiment de me retirer le plus possible de ce qui est opérationnel, puis d'essayer de voir avec les acteurs du milieu, avec les gens, quelles sont les tendances, quels sont les intérêts, quelles demandes il y a dans nos secteurs d'activité qui sont pas remplis, qui sont pas comblés ou qui sont comblés par d'autres régions comme l'Ouest canadien, comme les États-Unis. Comment on peut localement être un acteur important pour la communauté, puis pour évidemment l'entreprise aussi, pour continuer de faire croître l'entreprise. Aussi, ben, c'est d'avoir, je pense, une connaissance, comme on est maintenant plus impliqué au niveau du marché des semences internationales, ben c'est très au niveau de la législation, au niveau de tout ce qui est des enregistrements de variétés, c'est très, très complexe. Puis c'est pas parce qu'une variété est enregistrée au Canada qu'elle est enregistrée en Croatie ou en Ukraine ou en France. C'est des processus qui doivent être faits. C'est de l'exportation. Donc, l'exportation de semences demande des inspections, demande des phytos par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. C'est très, très complexe. Donc, encore là, pour répondre à ta question, je pense que c'est de s'entourer des gens qui ont les connaissances qui peuvent nous aider. C'est bien d'avoir une vision globale puis une vision de groupe. On peut pas tout connaître. Puis je pense que d'avoir les bonnes personnes qui nous entourent puis qui ont les connaissances pour nous faire avancer, ben, je pense que c'est vraiment la clé du succès. Que les acteurs gouvernementaux jouent un rôle déterminant là-dedans. Tu parles d'exportation, tu parles de recherche et développement. Il y a toutes sortes d'initiatives qui sont mises en place par les gouvernements pour justement mousser ces éléments-là de développement d'entreprise puis d'aller chercher des nouveaux marchés, etc. Est-ce que comment tu vois l'acteur gouvernemental dans le jeu pour toi? Ben, je les trouve importants parce que d'ailleurs, en décembre dernier, on avait le ministre Skeet et notre député local, Éric Lefebvre, qui était ici pour le démarrage de l'usine. Et puis, c'est Christopher Skeet, le ministre, qui a d'ailleurs lancé l'idée de dire, ben, est-ce que vous savez qu'il y a une entreprise de haut niveau en intelligence artificielle qui vient de s'installer à Victoriaville, puis qui peut assurément vous aider dans différents vecteurs de ce que vous faites actuellement. Puis c'est grâce à lui, pas de cachette, qu'on est rentré en contact avec cette entreprise-là, puis qu'on est en train de démarrer quelque chose. Je pense qu'on sous-estime parfois l'apport que ces gens-là peuvent avoir pour une entreprise, pour une localité. Même chose au niveau de la mairie locale. Et puis, je pense que ces gens-là ont énormément de connaissances, ont énormément de contacts. Puis, je pense que c'est important de les avoir près de nous
pour nous aider puis nous conseiller dans certaines initiatives. Et puis, j'ai oublié de mentionner, mais Investissement Québec est un partenaire très, très important aussi depuis quelques années. Était pas là au départ de l'entreprise, au rachat du départ, mais depuis l'ajout des projets, tout ça, Investissement Québec s'implique beaucoup avec nous. On l'apprécie énormément. Puis le MAPAC aussi donne un très, très bon coup de main, tant au niveau de l'information que des projets, que des subventions, tout ça. Donc, oui, Normand, je pense que c'est très, très important d'avoir les élus au courant de ce qu'on fait parce qu'ils sont vraiment là pour nous aider. Puis on sent vraiment leur rapport là, à plusieurs niveaux. Tu es en train de décrire que ça prend une toile d'araignée absolument fantastique là, pour venir à faire toutes ces connexions-là. Quand tu parlais tantôt de te sortir des opérations, c'est d'entretenir cette toile d'araignée-là. Écoute, je trouve ça quand même assez exceptionnel là, ce que tu es en train de nous décrire. C'est quoi l'impact justement de toutes ces relations-là pour l'entreprise, pour vous, pour les employés, pour les marchés que vous desservez? Ah, c'est très important. C'est important justement au niveau des contacts, puis pour nous aider. Juste pour revenir brièvement au niveau des élus, on avait un bateau qui partait, un conteneur de foin qui partait du Québec qui s'en allait en Norvège. Et puis au départ du conteneur, tout était beau, tout était en règle et tout était il n'y avait aucun enjeu. Pendant que le bateau était sur l'eau, la loi a changé en Norvège et puis le conteneur, pour XY raison, ne pouvait plus être déchargé en Norvège. Et c'est notre représentant aux États-Unis, André Rivard, avec le député Stephen Blaney, à l'époque dans Belfast, qui avait tout mis en branle pour venir à bout de faire accepter ce conteneur-là en Norvège, puis ça avait fonctionné. Donc oui, je pense que cette toile d'araignée-là, Normand, est importante, puis est importante à tous les niveaux de l'entreprise parce que, exemple, que notre directeur de production au centre de criblage ait son réseau de contacts, que si il y a un problème avec la sonde, s'il y a un problème avec une fan de silo, s'il y a un problème, il y a des gens à qui se référer qui peuvent l'aider. C'est la même chose dans tous les secteurs. Même chose au niveau des ventes. Nos meilleurs leads sont souvent donnés par nos clients qui sont bien servis. Ben, je pense que ça fait partie un peu. Puis quand on avait fait un peu notre mission, vision, valeur, et puis où l'entreprise se situait, puis ça, ben, de bien faire les choses fait partie de nos valeurs assurément, mais l'authenticité, je pense qu'on est très, très près de nos gens, puis tant dans l'entreprise que nos clients, nos fournisseurs, pour nous, c'est tous des gens extrêmement importants. Donc, on essaie de garder nos relations le plus heureuses et le plus cordiales possible. Tu es entré dans cette entreprise-là par la voie du reprenariat. À chaque jour qui passe, tu vieillis d'une journée. As-tu déjà commencé à penser à ta propre relève? On travaille là-dessus, Tristan, déjà. On a retravaillé la structure de l'entreprise parce que c'est important pour nous, c'est important que l'entreprise continue de progresser avec les bonnes personnes qui perdurent dans le temps aussi. C'est primordial pour nous. Puis on a vraiment la chance d'avoir des gens très compétents avec nous, des gens qui prennent de plus en plus de place dans l'entreprise. Donc, oui, l'avenir est assuré. Puis l'avenir s'annonce très, très bien. Puis on vieillit tous, puis je pense que c'est important de garder la passion, de garder l'amour de ce qu'on fait, de s'entourer des gens qui ont cette même passion-là. Puis ben, on est chanceux, puis on est entouré de gens qui ont cette même flamme-là. Donc, c'est juste positif.
Et puis là, tu disais que la première année du repreneuriat, c'était l'année la plus challengeante. Tu as parlé des finances, entre autres, des choses comme ça. Fait que ces Ouais. gens-là auxquels tu penses quand tu penses à votre élève, et ainsi de suite, si tu avais un bon conseil à leur donner pour faire face à éventuellement la première année, là, peu importe le dessin de votre transaction éventuelle ou de cette nouvelle structure-là, un bon conseil de quelqu'un qui a passé à travers, ce serait quoi? Encore une fois, c'est d'être bien entouré, puis ne jamais sous-estimer l'importance de ce que les gens vont vous dire euh, au niveau, disons, d'une vérification de diligence. On a été un peu victime. euh, on était tous dans l'entreprise. On vivait l'entreprise à tous les jours. Puis on se disait, ah ben ça, on n'a pas besoin de vérifier ça. On est correct, on sait que c'est correct, on sait que c'est correct. C'est pas toujours correct. C'est pas Mhm. toujours correct. Puis c'est tellement important. C'est tellement important parce que ça peut mettre en péril après une année une survie d'entreprise parce que on est passé, nous, de notre côté, d'un système comptable qui était d'un start-up qui évoluait à travers les années puis tout ça. Mais on a eu énormément de surprises. On a eu énormément de surprises, des surprises au niveau des inventaires, au niveau de différents secteurs. Puis, je pense que le meilleur conseil qu'on peut pas donner, c'est si vous pensez que vous avez vérifié, puis que vous êtes sûr, puis tout ça, ben revérifiez donc une deuxième fois, juste pour être certain, parce que ça repasse pas après, puis vous allez vivre avec les conséquences. Mais je pense que, encore une fois, l'importance d'avoir un bon conseiller juridique, l'importance d'avoir un très bon bureau comptable avec vous pour vous supporter, pour bien préparer les budgets. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur de creuser. Puis nous, ça a pris presque un an, là, la transaction du jour 1 où on dit OK, on embarque à la finalité. Puis ça a pris un an, puis il n'y a pas un mois que ça n'a pas failli échapper. Là. C'est plein de surprises. Puis plus l'entreprise est diversifiée, puis plus il y a des secteurs, puis plus il y a des choses que c'est important de vérifier. Mais ne jamais sous-estimer une bonne vérification diligente, c'est essentiel. Donc, ça revient à bien s'entourer de professionnels, bien Oui, s'entourer d'employés, bien s'entourer de partenaires, partenaires internes, partenaires externes, partenaires fournisseurs, bien s'entourer de la politique même. Tu as nommé ça tout au long de l'entrevue. Je pense que c'est ce que je retiens le plus là, de toute l'importance de toutes les personnes internes et externes qui jouent un rôle clé pour le succès de l'entreprise. Euh, Philippe, le temps file, on arrive tranquillement à la fin de l'entrevue. Il y a une question qu'on aime beaucoup poser qui est, comme tu sais, on va rencontrer à chaque semaine des entrepreneurs comme toi. Puis, s'il y avait une bonne question que tu aimerais qu'on leur pose, ça serait laquelle? c'est une bonne question. Celui qui a passé avant moi, c'était quoi la sienne? Écoute, on en a eu de toutes sortes. Je me souviens pas précisément celui juste avant toi, mais bon, on a eu es-tu sur ton X dans le bon timing de marché? C'est une question qu'on a eue. On a eu pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi l'entreprise est-elle en affaires? Donc, c'est une question autour du pourquoi. Ben, Il c'est y ce en a que eu j'aurais quelques eu envie de bonnes. poser, c'est j'aime pas la question de dire est-ce que tu le fais pour la bonne raison, mais tu sais, souvent, c'est peut-être des vieux clichés de penser un entrepreneur, ça a son véhicule plaqué F, puis ça a bien de l'argent, puis que tout est beau, puis toutes les dépenses sont passées. Tu sais, on a souvent le cliché qu'être entrepreneur, on voit tous les beaux côtés, puis tout ce qui est, ce qui peut être intéressant, mais est-ce que, tu sais, je pense qu'à partir du moment où on a une idée, puis où on y croit, tu sais, je pense que c'est ça qui est primordial, puis qu'il faut qu'il drive nos intérêts. Mais pour revenir à ta question, c'est une maudite bonne question. Mais je pense que Qu'est-ce ta que question, elle apparaît avec ce que tu viens de dire. C'est quelque chose autour de qu'est-ce qui drive vraiment tes intérêts en te levant le matin pour aller piloter ton entreprise. Moi, c'est un peu comme ça que j'aurais phrasé ce que tu viens de ouais, dire. c'est exactement ça, ouais. OK.
Normand, le mot de la fin? Écoute, le mot de la fin. Philippe, tu nous as fait découvrir une entreprise exceptionnelle, des gens exceptionnels qui se cachent derrière vos structures, vos murs, vos usines. Écoute, honnêtement, je suis un peu flabbergasté par tout ce que ça implique d'être dans votre domaine d'activité. D'une part, félicitations. D'autre part, tu nous as fait découvrir des éléments où, quand je vais regarder ce que j'ai dans mon assiette maintenant, je vais comprendre que c'est un monde beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer. Puis que oui, il y a des gens passionnés comme toi, puis de vos employés qui ont notre bien-être à cœur, qui ont le bien-être des producteurs à cœur de nos terres agricoles. Puis honnêtement, je vous lève mon chapeau. C'est le fun de découvrir qui vous êtes, puis dans quel environnement vous œuvrez. Puis ça donne la perspective qu'il y a toutes sortes d'entreprises qui existent avec, mais quand on y met de la passion, il y a des choses extraordinaires qui peuvent arriver. Donc, félicitations. Merci beaucoup pour l'entrevue. Ben, merci, c'est très gentil. Très apprécié. Ben, ce que je retiens de mon côté, je l'ai un peu dit d'entrée de jeu, mais pour moi, c'est vraiment tout l'aspect innovateur de votre domaine qui, je ne pense pas que les gens ont vraiment cette perspective-là d'avoir même littéralement depuis 20 ans, puis même en rénovation, un centre de recherche en permanence. Tu sais, tu nous parles, puis on a l'impression de parler à une pharmaceutique là, qui tente de découvrir le vaccin pour la COVID. Là, tu sais, moi, ça m'a pris vraiment par surprise de voir à quel point c'est quelque chose qui demande de la technologie, de l'innovation, de la recherche et du développement. Moi, c'est vraiment ça que je retiens de l'entrevue, qui m'a vraiment fasciné, Philippe. Ben, merci, ça a été très agréable. Excellent. Ben, merci beaucoup d'avoir trouvé le temps. On sait ce que c'est en affaires. Les heures sont limitées. Merci d'avoir été avec nous autres aujourd'hui. Puis on a bien hâte de partager ça sur les médias sociaux pour toi, pour ton équipe, pour tous les gens qui t'entourent que tu aimes. Je pense qu'il va être bien content d'entendre tout ce que tu nous as partagé à l'écran aujourd'hui. Merci encore, Philippe. Ben, merci à vous de l'invitation. C'est très apprécié. Merveilleux. All right. Coupé!